que vous avez vu François Hollande concernant la réforme fiscale, à votre avis, qu'est-ce qui bute, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas en France à avoir une véritable réforme fiscale? C'est politique, économique, sociologique, qu'est-ce que c'est? On peut prendre plusieurs questions ou je réponds comme... J'essayais de me noyer le poisson, mais... j'ai pas de réponse complète à cette question. Je pense à... Vous savez, quelque part, on est tous responsables des dirigeants qu'on a. Hein. On est tous... on peut pas juste leur mettre... voilà... Je pense que le problème, c'est que les engagements pris avant les élections en matière de réforme fiscale étaient en réalité très flous. Hein, et donc on a laissé se dérouler une campagne dans laquelle les engagements pris étaient en vérité très peu contraignants. Enfin, pour moi, j'avais fait un débat avec François Hollande pendant les primaires socialistes en janvier 2011, qui est disponible, je pense, encore en vidéo sur Mediapart. Et vous verrez, si vous regardez la vidéo, enfin, en tout cas, moi, c'était absolument clair pour moi en janvier 2011 que François Hollande n'avait pas l'intention de faire la réforme fiscale consistant à rapprocher la CSG, l'impôt sur le revenu, d'avoir un impôt sur le revenu prélevé à la source, que on est le seul pays en Europe à ne pas l'avoir. Bon, si on regardait bien les réponses qu'il donnait aux différentes questions, il était plus qu'évasif, et quand on est très évasif avant les élections, c'est pas après qu'on va devenir précis et offensif. Hein. Donc il y avait... Moi, j'étais pas très optimiste, donc je suis pas déçu, parce que j'avais pas d'espoir considérable. Bon, après, c'est difficile, hein, les réformes fiscales. Je veux dire, moi, je cherche pas à dire que tout ça est très facile, et yaka. Bon, en même temps, c'est vrai qu'il n'est pas obligé non plus d'être président de la République. Après tout, on peut faire d'autres métiers dans la vie qu'être président de la République. Donc, quitte à devoir faire ça, je trouve que... Autant faire quelque chose qu'on va laisser. C'est vrai que moi, ce que je trouve assez étonnant, c'est qu'on a l'impression que finalement, 10 ans d'opposition pour le Parti socialiste n'ont pas vraiment été mis à profit pour préparer ce qu'on allait faire, quoi, disons, pour dire et c'est quand même assez étonnant, assez perturbant. Je pense qu'il y a un mélange de facteurs qui mène à cette irresponsabilité, disons, collective. On peut espérer que la fin du cumul des mandats va permettre de faire rentrer des nouvelles personnes en politique qui seront un peu plus, qui essaieront d'être plus là pour faire des choses que simplement pour occuper leur place. Je pense aussi que là, moi personnellement, ça m'interroge aussi sur les limites de notre présidentialisme à la française. C'est-à-dire, je pense qu'on a une concentration des pouvoirs en une seule personne, et même si moi, personnellement, François Hollande m'est beaucoup plus sympathique que Nicolas Sarkozy, ça n'empêche qu'une seule personne, que ce soit Hollande ou Sarkozy, ne peut pas comme ça prendre autant de décisions toute seule. Et là, la façon dont la majorité des députés socialistes acceptent simplement de voter ce que leur envoie le gouvernement sans aucun esprit critique, y compris quand c'est en totale contradiction avec ce qui avait été dit avant les élections, est très perturbante. Personne n'avait voté pour François Hollande pour avoir une augmentation de la TVA au 1er janvier, et c'est pourtant ce qu'ont voté les députés socialistes dès qu'on leur a demandé, et le seul point sur lequel ils se sont opposés à l'exécutif, c'est concernant la publication de leur propre patrimoine. Donc c'est un peu triste à dire, mais c'est le seul point où là, ils se sont tous levés pour dire « Ah non, ça... » Bon, et ça m'embête de dire ça, parce que moi, je ne suis pas du tout dans le discours populiste, démagogique comme ça. Je pense que ce gouvernement a au moins eu le mérite, par exemple, de mettre fin à la division par 3 de l'impôt sur la fortune qui avait été votée par le précédent gouvernement, qui était quand même une folie absolue, en pleine crise des finances publiques, d'aller faire comme ça un cadeau fiscal à des personnes qui étaient par ailleurs des donateurs du parti au pouvoir. Bon, c'était quand même une situation qui était assez étonnante, et donc c'est une bonne chose qu'on y ait mis fin, mais en même temps ça a été remplacé par un équilibre qui là est quand même c'est très inquiétant pour la suite. C'est-à-dire, je pense qu'on ne peut pas à ce point au pouvoir faire le contraire de ce qu'on avait dit avant sur la fiscalité notamment, et bon, je pense à nouveau qu'on est quand même quelque part tous responsables, dans le sens où je pense que les hommes politiques, les députés réagissent beaucoup plus à des pressions de leurs électeurs. Par exemple, recevoir 100 lettres, bon, s'il y a une lettre qui se plaint de l'augmentation de TVA, ça n'a pas beaucoup d'effet. Mais je vous assure qu'un député qui reçoit des dizaines et des dizaines de lettres qui disent ça va produire beaucoup plus d'effet sur ce qu'il pense que le fait qu'un chercheur intellectuel écrive un livre ou écrive dans des journaux. Les responsables politiques sont quand même
sensibles à ce que leur disent les... Et tant mieux, d'ailleurs, parce que ça les fasse bouger, pour finir. Et donc, quelque part, ça dépend aussi, voilà, on est tous concernés, on est tous... Bon, les journalistes aussi jouent un rôle, parfois ne posent pas les bonnes questions et confondent un peu le people et la politique, et donc se contentent... Voilà, de parler de l'écume des choses et des codes des personnes et ne posent pas forcément les bonnes questions. C'est vrai que sur la réforme fiscale pendant la campagne électorale, il suffisait que François Hollande dise « Bon, je vais faire une grande réforme fiscale » et les journalistes passaient à la question suivante. Ils cochaient la case, ils disaient « Bon, c'est bon, il a dit qu'il allait faire une réforme fiscale, maintenant on peut passer à un autre sujet » sans juste dire mais comment ça va marcher exactement. Et c'est ça qui fait qu'on s'est retrouvé dans la situation où en fait aucun engagement vraiment précis n'avait été pris. Donc, les journalistes ont aussi leur part de responsabilité, mais on est tous, bon, moi j'ai sans doute pas été assez convaincant dans mon livre et tout ça. En fait, les 75% qui n'ont pas encore été votés définitivement et qui ne s'appliqueront s'ils sont votés qu'à partir de l'an prochain, dans la version actuelle qui est au Parlement, ne concerneront pas les artistes. Concerne uniquement les personnes qui sont salariés d'une société, donc ça peut concerner des joueurs de football, des dirigeants d'entreprise, mais les artistes qui touchent des droits d'auteur ou quelqu'un qui toucherait des dividendes ne seront pas concernés. C'est donc uniquement des très hauts salaires, des très hautes rémunérations, autant que je comprenne, hein, mais je ne suis pas l'auteur de la loi, donc je ne peux pas... Barbier est un artiste. Oui, mais justement, il ne sera pas concerné parce que les droits d'auteur, les cachets ne seront pas concernés. C'est vraiment uniquement les dirigeants salariés d'entreprises ou des joueurs de football dans des clubs, alors que ça se négocie actuellement des exceptions. Enfin, en tout cas, cette mesure à 75% de la 1 million d'euros, juste deux choses très rapidement. Bon, moi, dans le livre pour la révolution fiscale que j'avais publié en 2011, on allait moins haut que ça. On proposait comme taux supérieur 60%. En incluant la CSG, donc actuellement, le taux supérieur de l'impôt sur le revenu, c'est 45%. Il y a 8% de CSG, donc déjà on est à 53%. Donc le 60% qu'on proposait n'était pas beaucoup plus élevé que le taux actuel de 53%. Mais on l'appliquait pour le coup à tous les revenus, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'exception. On l'appliquait à tous les revenus, aussi bien, pour le coup ça se serait appliqué à Depardieu, ça serait appliqué aussi bien aux droits d'auteur, aux dividendes, aux salaires, à tous les revenus. Là, 75%, si c'est pour l'appliquer à très peu de revenus, à une assiette totalement percée, vous voyez, ça ne sert pas à grand-chose. Donc moi je pense qu'il faut mieux avoir un taux plus modéré, en l'occurrence 60%, mais l'appliquer vraiment à toutes les formes juridiques de revenus. Donc moi je ne pense pas que c'est une bonne idée ce 75%, à partir du moment où c'est appliqué à très peu de revenus. Et de façon plus générale, si vous voulez, c'est vrai que sur cette opération de 75%, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que c'est une façon pour Hollande pendant la campagne de dire « Regardez comme je suis audacieux » et hop, pour la peine, je ne fais rien sur la réforme de fond. Parce que il y a une politique fiscale qui ne va pas se résumer à un taux comme ça, symbolique, pour en 10-75%. Ce qui compte, c'est, comme je disais, à quel revenu vous appliquez. Puis plus généralement, les problèmes de réforme de la fiscalité française ne se réduisent pas à la question des très hauts revenus, qui dans le fond en France sont importants, mais sont moins importants par exemple qu'aux États-Unis. Et on a en France, au-delà de la question des très hauts revenus, on a d'abord le problème, on a un système fiscal qui a besoin d'être modernisé dans son ensemble. On a empilé les assiettes fiscales les unes sur les autres, on a un système d'impôt sur le revenu qui est truffé d'exceptions, on a un prélèvement qui se fait avec 1 an de retard, ce qui conduit à des choses totalement folles, comme par exemple la prime pour l'emploi, qui consiste à rembourser à 8 millions de salariés une partie de la CSG qui a été prélevée à la source 1 an avant. Donc les gens reçoivent des chèques de prime pour l'emploi qui peuvent être quand même jusqu'à 1 mois de salaire, un demi-mois de salaire, entre 1,5 et 1 mois de salaire. 8 millions de personnes en France trouvent des chèques qui leur remboursent la CSG qui a été prélevée sur leur salaire chaque mois 1 an avant. Il aurait quand même mieux fallu, vous voyez, si on fusionnait CSG, impôt sur le revenu, prime pour l'emploi, il y aurait une solution quand même beaucoup plus simple qui est de prélever un peu moins à la source pour que les gens aient chaque mois un salaire net plus élevé. Et ça ne coûterait rien, juste le même argent, mais on le mettrait à la source. Donc il y a plein d'enjeux comme ça dans la réforme fiscale que je défendais qui sont beaucoup plus importants que ces gesticulations sur les 75%. Alors, cela étant dit, si on pouvait agir à un niveau plus global que la France, au niveau européen, avec des échanges automatiques d'informations bancaires, avec une coordination fiscale beaucoup plus forte, moi je n'ai rien contre des taux d'imposition qui pourraient monter à 75 ou 80% sur des revenus vraiment très très élevés. Et je pense qu'aux États-Unis, qui a la taille nécessaire pour appliquer ce genre de politique, il pourrait tout à fait... Enfin, François Hollande, il aurait mieux fallu qu'il soit élu président des États-Unis, dans le fond, parce qu'il
pour le coup, 75% ou 80% au-delà d'1 million d'euros aux États-Unis, appliqué au niveau de tous les États-Unis, je pense que ce serait une politique très bonne, parce que là, il n'y aurait pas de risque de perte. Enfin, les gens ne vont pas partir au Mexique, au Canada. Et pour le coup, à partir du moment où vous avez plus ces problèmes de fuite chez le voisin, dans le fond, au-delà d'un certain niveau de revenus, si vous voulez, c'est plus le dynamisme économique que vous rémunérez, c'est plutôt certaines formes parfois de rapacité qui ne sont pas forcément très utiles d'un point de vue économique. Dans le cas des joueurs de foot, je crois que personne ne prétend. Le problème, c'est la possibilité de partir dans le pays d'à côté. Mais si on prend l'Europe dans son ensemble, est-ce que vraiment les gens courent plus vite sur le terrain depuis qu'ils sont payés 2 millions d'euros plutôt que 200 000 euros? C'est pas sûr. Donc, si vous voulez, c'est la même chose que sur les chefs d'entreprise. Est-ce que les chefs d'entreprise... on voudrait nous faire croire maintenant que si on ne paye un chef d'entreprise que 500 000 euros par an, ce qui est quand même pas mal, personne n'acceptera de diriger l'entreprise parce que vraiment ça vaut pas le coup pour 500 000 euros et personne va bosser et il faudrait payer 1 million, 2 millions, des sommes totalement folles. C'est une folie. Pendant des décennies, l'économie a fonctionné et encore aujourd'hui la plupart des entreprises fonctionnent avec des dirigeants qui ne sont payés beaucoup moins que ça et qui néanmoins travaillent. Donc les taux de 80% d'imposition, pour moi, si c'est vraiment sur des revenus très très élevés et si on l'applique à un niveau géographique suffisamment important, au niveau américain, au niveau européen, c'est pas du tout contradictoire avec la croissance. Alors pourvu qu'on parle vraiment de niveau de revenus très élevé. Si vous mettez 80% sur n'importe quel cadre moyen qui sort un peu de la moyenne, bon là c'est vrai que vous tuez toute initiative et tout dynamisme économique et c'est une catastrophe. Mais sur des revenus qui sont 100 fois plus élevés que la moyenne, 50 fois plus élevés que la moyenne, là franchement ça pose aucun problème. D'ailleurs, les États-Unis ont appliqué ces taux de 80%, 90% pendant un demi-siècle, des années 30 aux années 70. C'est un peu ce que je racontais tout à l'heure sur l'attitude compliquée des États-Unis par rapport à l'égalité. C'est-à-dire les États-Unis ont eu une grande passion pour l'égalité, bien plus forte que celle de François Hollande, un peu factice là, sur les 75%. Et pendant des années 30 à la fin des années 70, en moyenne, le taux le plus élevé de l'impôt fédéral sur le revenu américain, il a été de 82%. Et il fallait rajouter l'impôt des États, typiquement 10% là-dessus. Et ça a duré un demi-siècle. Et le capitalisme américain n'en est pas mort. Et aujourd'hui, ils sont toujours taxés comme ça? Non, après, ils sont repartis sous Reagan avec le même enthousiasme dans la direction opposée. Donc c'est ça le charme des États-Unis, c'est qu'on fait toujours tout avec beaucoup de vigueur. Et donc ils sont, après avoir eu l'impôt le plus progressif du monde pendant un demi-siècle, ils sont repartis dans l'autre direction, dans l'idée que ça allait booster leur croissance. La vérité, c'est que dans un cas comme dans l'autre, ça n'a pas eu beaucoup d'effet sur leur taux de croissance. Et le taux de croissance des États-Unis était même plutôt plus élevé dans les années 50, 60, 70, quand ils avaient des taux à 80% qu'aujourd'hui. Mais ça n'a pas eu vraiment d'effet ni dans un sens ni dans l'autre, mais au moins ces taux très très élevés qui avaient été mis en place au départ par Roosevelt, enfin ça avait même commencé avant Roosevelt, dès les années 20, ça a simplement eu comme effet d'empêcher des rémunérations totalement indécentes. C'est-à-dire que ça calme le jeu. C'est-à-dire que si vous savez que 90% va directement au trésor public au-delà mettons, d'1 million d'euros, bon, c'est quand même très difficile de convaincre vos actionnaires, vos subordonnés, votre conseil d'administration de vous verser 1 million de plus, parce que voilà, 90% va directement au trésor public, donc on va vous dire, bon écoute, ça va bien, quoi. Alors que depuis Reagan, c'est vrai que les taux d'imposition les plus élevés sont tombés jusqu'à 28% sous Reagan. Vous voyez, c'est le grand yo-yo, quoi, les États-Unis, quoi. Ils ont été très très loin dans un sens, puis très très loin dans l'autre sens. Et c'est intéressant de comprendre pourquoi ils ont eu ces va-et-vient énormes. J'essaye un peu d'analyser ça dans le livre. Au début du XXe siècle, les États-Unis, ça paraît difficile à croire aujourd'hui, mais ils étaient en fait globalement plus égalitaires, si on accepte la question de la population noire, mais l'Amérique blanche, ou en tout cas le nord de l'Amérique, était plutôt plus égalitaire que l'Europe, et ils n'avaient pas envie de ressembler à l'Europe, parce qu'ils ne voulaient pas être aussi inégalitaires que l'Europe. Et quand ils inventent cet impôt très progressif sur les hauts revenus, ils inventent en même temps un impôt très progressif sur les hautes successions. Pendant très longtemps, l'impôt sur les successions, sur les très grandes successions, était également de 70-80% aux États-Unis. En France, ça n'a jamais dépassé 40%, aujourd'hui c'est monté à 45% sur les plus hautes successions, mais on n'a jamais été plus haut. En Allemagne non plus d'ailleurs. C'est intéressant, le seul moment, par exemple en Allemagne, où on atteint des taux de 80-90% sur les très hauts revenus, les très hautes successions, c'est
entre 1946 et 1948, c'est-à-dire quand la politique fiscale allemande est fixée par les Américains, par le Allied Control Council, qui fixe la politique fiscale allemande. Dès que la République fédérale retrouve sa souveraineté en 1949, immédiatement on baisse le taux supérieur à 50%, ce qui pour un Allemand semble raisonnable, alors que ces taux de 80-90%, c'était une folie américaine de vouloir redistribuer autant les richesses. Vous vous rendez compte comme le monde a changé, quoi. C'est-à-dire que c'est ça aussi la leçon de l'histoire, c'est que ces choses-là peuvent changer plus vite qu'on le croit. Les États-Unis, dans les années 70, sont repartis donc, dans une direction rigoureusement opposée. Je pense en partie, à nouveau, de leur relation compliquée avec l'Europe, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une grande peur dans les années 70 aux États-Unis de se faire rattraper, voire dépasser par les vaincus de la guerre, le Japon, l'Allemagne, et voire la France, l'Italie, à les dépasser. Et il y a eu cette réaction réganienne à vouloir ressusciter un espèce de capitalisme mythique du 19e siècle, du Far West, sans État, sans impôts progressifs. Bon. Et les États-Unis sont encore un peu dans ce cycle-là. Bon, toutes ces choses-là sont compliquées à analyser, et en tout cas, les choses peuvent changer plus vite qu'on ne le croit. Je crois que c'est une des leçons qu'on peut tirer de cette brève histoire, c'est que la progressivité des impôts, c'est quelque chose qui... On a tout vu dans l'histoire, hein, et que les choses peuvent bouger dans un sens ou dans l'autre avec une vitesse qu'on n'imagine pas, et d'où l'intérêt de reprendre le cours de cette histoire.